Bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo consacrée aux découvertes d'Eris la disruptive qui se retrouve présente lors des phénomènes de créativité, de destructivité. C'est ce qui a été mis à jour à travers les génies créatifs et les thèmes d'Albert Einstein, de Marie Curie, de Mozart et de Léonard de Vinci. De plus, on s'aperçoit que cette planète a une logique de renversement et on la retrouve également active lors des phénomènes de révolution de société. Ainsi, j'ai pu établir un lien entre la révolution de 1789 et une prochaine qui s'annonce pour 2049, où on retrouve exactement les mêmes combinaisons entre les forces d'Eris, les forces de Pluton et les forces de Saturne qui se conjuguent et qui vont marquer pour 2049 en tous les cas un point de rupture au niveau de notre équilibre de société d'un point de vue mondial. Le troisième volet que je voudrais donc aborder avec vous, c'est la place d'Eris au niveau des... Alors, vous voyez, quand on reprend, donc voilà, la place d'Eris, donc c'est faite, je dirais, en analogie avec la place de Mars, qui était isolée au centre du système RET et qui ne présentait donc aucun avatar. C'est la seule planète de notre système et de la représentation RET qui donc se retrouve complètement en solo. Par conséquent, j'ai eu l'intuition qu'elle avait peut-être un avatar dans un autre espace qui renverrait à la très grande transcendance et à ce qui se joue au niveau des planètes naines après la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. J'ai pensé d'emblée que la piste d'Eris en lien avec Mars était à investiguer. Donc je suis partie sur l'idée qu'à partir du moment où Mars est une planète bien connue pour nous, les astrologues, correspond donc au corps, aux cinq sens, eh bien si Eris était son avatar dans ce très grand niveau de transcendance, et elle correspondrait très probablement au corps subtil qui traverse l'ensemble des sociétés. Qu'elle interviendrait très probablement du coup dans les guérisons inexpliquées, puisque là ce serait le corps subtil qui, avec la puissance des énergies invisibles, rééquilibrerait le corps physique par un effet de réaction en chaîne. Donc j'étais sur cette idée-là. J'ai exploré par conséquent en direction à la fois de ces guérisons-là qui sont inexpliquées, mais aussi du côté des expériences de mort imminente. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait incarner le mieux cette idée de corps subtil? Ce serait peut-être en lien avec les expériences de mort imminente qui sont relatées pareil de partout dans le monde, quelles que soient les références culturelles et quelles que soient les époques. J'ai donc exploré du côté sur la toile dans cette direction-là, et puis il y a plusieurs personnages, puisque j'y connaissais strictement rien. Il y a plusieurs personnages qui marquent le domaine. On a le fameux Raymond Moody qui a servi de pionnier, un Américain. On a le témoignage d'Hébert Alexander, qui est neurochirurgien, qui lui-même a eu une expérience de mort imminente et donc s'est impliqué pour faire connaître ce phénomène inexpliqué. Et en France, on a le fameux Jean-Jacques Charbonnier qui est anesthésiste, médecin, réanimateur, et qui donc chapeaute des thèses qui sont produites à l'université de Reims, et un certain François Lallier donc a fait une thèse de médecine, ce qui paraît complètement fou, sur ces histoires d'expériences de mort imminente. Donc il est clair que en tous les cas de nos jours, la question du siège de la conscience, mais également le siège
des expériences et des perceptions sensorielles n'est pas aussi univoque qu'il y paraît, hein, et même résiste à certaines explications scientifiques. Donc ces deux médecins-là, Lallier et puis Charbonnier, se sont arrêtés sur cette énigme, comme Eben Alexander. Donc pour eux, enfin pour en tous les cas Alexander Eben, il existerait deux expériences qui prouvent que le cerveau ne crée pas la conscience ou qu'il n'est pas le seul siège de la conscience. La lucidité, donc il donne comme exemple la lucidité des finales des personnes en fin de vie atteintes de démence et qui, lorsqu'elles approchent de la mort, retrouvent des moments de clarté cognitive. Elles sont à nouveau capables de communiquer avec leurs proches facilement. Et pour l'instant, ce phénomène n'a pas d'explication rationnelle scientifique. Donc pour le médecin également, Eben Alexander, eh bien, les expériences de mort imminente constitueraient un second type d'expérience qui témoignerait d'un autre siège de la conscience. Et ce point de vue-là est donc partagé avec Jean-Jacques Charbonnier et puis François Lallier, qui donc a soutenu une thèse en décembre 2014 à la faculté de Reims et qui portait sur le témoignage d'expériences de mort imminente de 118 patients. Donc l'événement effectivement est doublement surprenant. Alors déjà qu'il y ait une thèse sur les expériences de mort imminente dans une faculté de médecine, déjà en soi c'est extrêmement remarquable, mais en plus il a reçu une double reconnaissance du jury qui lui a desservi les honneurs pour son travail. Alors François Lallier, donc ça mérite quand même qu'on se dise il se passe peut-être bien quelque chose dans cette direction-là qui est à approfondir, hein. Et comme j'étais sur l'idée du corps subtil, la porte était ouverte pour essayer d'en savoir plus. Donc lui, François Lallier, il part de l'hypothèse de l'existence d'une conscience intuitive extraneuronale délocalisée, hein. Jean-Jacques Charbonnier, lui, est sur la même idée, il parle d'expansion de conscience. Et finalement, cette idée-là traverse l'ensemble comme je vous l'ai dit, des sociétés, mais également des époques. On retrouve cette idée de conscience modifiée avec Yuval Noah Harari dans son livre passionnant sur Homo Deus, où il aborde aussi, lui, la question de cette histoire de conscience et des états mentaux extraordinaires qui pourraient y être associés, hein. Donc lui, Yuval Harari, il part de ce qu'ont relaté les sociétés prémodernes qui étaient beaucoup plus ouverts en termes de transcendance et de besoin d'expérimentation de ce domaine-là que nos sociétés actuelles modernes. Et donc lui, il parle effectivement que avant l'émergence, là je fais référence à son livre et je lis un extrait d'Homo Deus, avant l'émergence du village global, la planète était une galaxie de cultures humaines isolées qui pouvaient fort bien encourager des états mentaux aujourd'hui éteints. Différentes réalités socio-économiques et habitudes quotidiennes nourrissaient des états de conscience différents. De plus, de nombreuses cultures prémodernes croyaient à l'existence d'états de conscience supérieurs, auxquels on pouvait accéder par la méditation, la drogue ou les rituels. Et donc, il parle d'experts en état de conscience modifié ou extraordinaire que sont les chamans, les moines, les ascètes, qui exploraient systématiquement les mystérieuses contrées de l'esprit et s'en revenaient chargés d'histoires époustouflantes. Il parlait d'états peu familiers de tranquillité suprême, d'acuité extrême et de sensibilité sans égale. Donc là, ça fait clairement référence à la fois une expérience, je dirais, de conscience modifiée, mais également une expérience qui renvoie aux perceptions sensorielles et qui serait elle-même extraordinaire. Donc la culture occidentale moderne se distingue donc par l'absence d'une classe spécialisée de personnes cherchant à connaître des états mentaux extraordinaires. Nous, on a totalement déserté ce champ-là d'expérimentation, je dirais probablement à notre perte en tous les cas, avant qu'il y ait un retour de balancier. Qui compte
et tenter de le faire passe, oui, dès qu'on commence à s'intéresser à ces sujets-là, hein, on est véritablement sur une planche très glissante, hein, et on peut très rapidement se faire passer pour un charlatan, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Quiconque est tenté de le faire passe pour un toxicomane, un malade mental ou un charlatan. Par voie de conséquence, même si nous disposons d'une carte détaillée du paysage mental des étudiants en médecine de Harvard, nous connaissons bien moins les paysages mentaux des chamans indigènes d'Amérique, les moines bouddhistes et les mystiques soufis. Hein, donc alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la façon qu'il a de décrire les expériences de ces experts, je dirais des cultures pré-modernes en termes de conscience modifiée, eh bien, leur discours, étrangement, renvoie aux expériences de mort imminente et des histoires que nous racontent ces gens qui ont eu ces expériences hors normes et inexplicables. Donc, mon hypothèse est qu'à l'image des mystiques et des religieux et des experts des états mentaux extraordinaires des peuples prémodernes, eh bien, les expériences de mort imminente relèveraient du même phénomène et du coup expliquerait pourquoi on se retrouve véritablement sur des thématiques communes. Alors, il y a une histoire qui fait le point de jonction, comme un espèce de maillon manquant entre ces histoires d'expériences de mort imminente et les guérisons inexpliquées, parce que pour moi, les deux sont en lien manifeste. C'est l'histoire de la fameuse Anita Moorjani, qu'on trouve facilement sur la toile, et qui, elle, eh bien, présente, je dirais, la spécificité. A priori, son histoire a l'air d'être fondée, vérifiée, fiable. Hein. Donc, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas été voir Anita Moorjani en direct, hein, donc, mais bon, en tous les cas, elle a l'air de faire l'unanimité au niveau du fait qu'on reste véritablement face à une énigme, puisque elle a eu à la fois une expérience de mort imminente et à l'issue de cette expérience-là, eh bien, elle est sortie par une guérison inexpliquée puisqu'elle était au stade terminal d'un cancer qui s'était généralisé. Elle vit cette expérience et elle revient avec à la fois un récit qui est très étonnant, mais également avec comment dire, une énigme face au corps médical, puisque son corps s'est mis miraculeusement, entre guillemets, à refonctionner. Hein. Donc moi, ça m'a conforté dans l'idée qu'on était sur que le Mars corps physique était évidemment intimement lié à l'Eris corps subtil, et que les deux pouvaient interagir et s'impacter mutuellement. Alors là, dans le cas d'Anita Moorjani, on a les deux phénomènes qui peuvent être illustrés, à savoir que pour moi, tout ce qui relève des maladies neurodégénératives, des cancers, des choses comme ça qui sont un peu, qui partent en tous les cas d'énergie invisible, qui partent d'une petite cellule là qui commence à dysfonctionner et puis par phénomène de réaction en chaîne, eh bien, débouche sur une maladie importante, hein, comme Parkinson. Ceux qui sont intéressés peuvent se tourner vers mon livre avec Hitler, hein, où la maladie de Parkinson effectivement n'apparaît pas à n'importe quel moment et renvoie clairement à quelque chose autour de son Eris natale. Donc j'étais sur l'idée qu'effectivement donc ces énergies-là subtiles, par phénomène de réaction en chaîne, en touchant sur l'infiniment petit, les cellules, enfin je suis pas spécialiste de la biologie, mais enfin bon voilà, tout ce qui tourne autour de ça, et bien si on avait une qui commençait à dysfonctionner, elle pouvait avoir un effet boule de neige sur l'ensemble du corps, et du coup complètement, donc là on serait sur donc le corps subtil hein, qui détraque, qui fait dysfonctionner le corps physique. Et je me suis dit, bon, si ça se fait dans un sens, il est probable que ça puisse se faire dans l'autre sens. À savoir qu'un corps physique qui est extrêmement dégradé, comme lorsqu'on arrive au moment des soins palliatifs, où les organes ne fonctionnent plus,
Donc je me suis dit, si l'impact des énergies subtiles de la très grande transcendance qui sont portées par Eris pouvait s'activer, eh bien, elle pouvait être en mesure de déclencher une réaction en chaîne qui, à son tour, réamorce la pompe, je dirais, des énergies du corps physique. Donc la fameuse Anita, bah, finalement, elle a vécu les deux. D'un côté, son corps qui se met à dysfonctionner, et de l'autre, son corps qui, de façon inexpliquée, se remet à fonctionner donc normalement. Alors donc, Anita Moorjani est une Indienne qui est née en 1952 et qui vivait à Hong Kong en tous les cas. Bon, maintenant, où est-ce qu'elle est, j'en sais rien. Elle est atteinte d'un cancer lymphatique au stade terminal en 2006. Alors elle, c'est intéressant parce qu'on arrive, alors déjà on a ses coordonnées de naissance, même si on n'a pas son heure, de toute façon on a déjà suffisamment d'éléments qui nous permettent de faire la recherche. Et toutes les dates clés, aussi bien d'entrée dans la maladie que la dégradation de sa santé et que l'expérience de mort imminente avec guérison inexpliquée, et bien tout ça est clairement relaté à travers donc les médias, et on dispose de dates précises qui nous permettent de mener une mini-recherche et de voir si de ce côté-là il se passe des choses intéressantes comme pressenti. Donc son corps physique est en train de lâcher au stade terminal en 2006. Les organes arrêtent successivement leur activité et les médecins annoncent à sa famille une fin imminente. Parallèlement à ce lâcher-prise du corps physique, symptomatique des derniers instants, elle vit une expérience de mort imminente, où donc pendant ce temps, elle dit « Je dérivais entre perte et reprise de conscience, je pouvais réellement sentir que mon esprit quittait mon corps. J'ai vu et entendu les conversations entre mon mari et les médecins, c'est assez fréquent ce type de discours qu'on retrouve lorsque les personnes reviennent d'une expérience de mort imminente. » Donc les conversations avaient lieu à l'intérieur de ma chambre, à une douzaine de mètres dans le couloir, et plus tard j'ai été en mesure de vérifier cette conversation auprès de mon mari, ce qui lui a occasionné un choc. Je suis vraiment passée de l'autre côté vers une autre dimension. J'étais à un endroit, donc là elle explique un petit peu son expérience, j'étais dans un endroit où je comprenais qu'il existait bien autre chose que ce que nous sommes capables de concevoir dans notre monde à 3 dimensions. Donc là on est vraiment sur l'idée, je pense, qu'il existerait un siège de perception extrasensorielle. J'avais toutefois, et je pense que ce siège-là est inscrit dans la fonction d'Eris, qui porte à la fois le corps subtil, mais qui du coup s'associe aux perceptions extrasensorielles. J'avais toutefois le choix entre retourner à la vie ou aller vers la mort. On m'a fait comprendre que ce n'était pas l'heure, mais que j'avais quand même le choix. Si je choisissais la mort, je n'allais pas vivre les nombreux cadeaux que le reste de ma vie avait encore en réserve. J'ai communiqué que je ne désirais pas retourner dans ce corps malade. En effet, il était très très atteint, et les organes avaient cessé de fonctionner. On m'a alors fait comprendre que si je choisissais la vie, mon corps allait guérir très rapidement. J'allais voir la différence, non pas sur des mois ou des semaines, mais en quelques jours. On m'a montré que les maladies démarrent à un niveau énergétique avant de devenir physique. Finalement, c'était exactement sur cette idée-là que moi j'étais partie. Si je choisissais d'aller vers la vie, le cancer allait disparaître et mon énergie et mon corps physique allaient récupérer très rapidement. J'ai alors compris que lorsque les personnes ont des traitements médicaux contre les maladies, ceux-ci éliminent la maladie du corps uniquement, donc là le Mars, le corps physique, le corps uniquement, mais pas de l'énergie. Ouais, les énergies du corps subtil qui sont portées par Eris. J'ai réalisé que si je revenais, ce serait avec une énergie très saine. Ensuite, le corps physique allait très rapidement et définitivement s'aligner sur le niveau de l'état énergétique. On m'a fait savoir que ceci est valable pour tout, et pas seulement l'état physique, mais aussi l'état psychologique. Et on m'a montré que tout ce qui se passe dans nos vies dépend de cette énergie qui nous enveloppe, nous environne et est créée par nous. Rien n'est immuable, nous créons notre environnement et notre état. Alors je ne suis pas aussi, je dirais, comment je pourrais dire, radicale qu'elle. Je pense que on n'est pas le seul acteur éventuellement de l'état psychologique et de l'état physique
dans lequel on se trouve. On n'est pas le seul responsable, on est, je pense, un élément au sein d'un système. Certes, au sein de ce système-là, on a une marge de manœuvre, mais il est clair qu'il y a des forces qui nous dépassent, hein, et qu'il ne suffit pas simplement de vouloir guérir ou d'être convaincu que par la méditation, on va réussir à réamorcer les énergies du corps subtil qui entraînerait les énergies du corps physique pour une guérison. Évidemment, si c'était si simple que ça ferait bien longtemps qu'on aurait pu, je dirais, l'utiliser pour aider les malades, et que l'affaire est manifestement beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe parce que de toute façon, elle est en lien avec les rythmes transcendantaux et qu'on n'échappe pas à ça. Alors après, il faut les connaître, hein. On peut les repérer avec l'astrologie, mais il est clair qu'on ne peut pas guérir même avec une volonté de faire si au niveau des énergies, je dirais, sidérales envoyées par les planètes, eh bien, on se retrouve sur un vent contraire. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion. Alors, dans mon livre, là, je ne vais pas reprendre les détails, mais dans mon livre, je reprends vraiment toutes les dates. Au moment où elle rentre dans la maladie, au moment où elle en sort, au moment de l'expérience de mort imminente, et à chaque fois, effectivement, eh bien, on se retrouve face à un Eris qui est soit balayé dans le mauvais sens, hein, qui se prend des énergies contraires, soit au contraire, qui présente, je dirais, le vent dans les voiles et qui permet, du coup, sur la dernière longueur, une guérison inexpliquée. J'ai réussi à trouver aussi une autre situation dans laquelle, un peu de façon dans la même logique qu'Anita Morjani, mais cette fois-ci sur un miraculé de Lourdes, un certain François, je ne sais plus comment, il y a François dans son nom, qui lui également, eh bien, arrive à... comment dire, à un moment donné, eh bien, à travers la prière, donc on peut se poser la question de l'état de conscience modifié, hein, puisque la prière peut-être chez certaines personnes, en tous les cas, créer ce phénomène-là, et qui également déclenche une guérison qui est totalement inexpliquée. Alors lui, effectivement, c'est Serge François, voilà, ça me revient. On retrouve ses coordonnées bien précisément au niveau de la toile, et du coup, ça permet de faire des recherches, et on voit aussi clairement que le fameux Eris, eh bien, est balayé de façon différente par rapport à Anita Morjani, mais en tous les cas, il y a un lien clair et net entre... alors au niveau de sa maladie, non, mais au niveau de sa guérison spontanée, oui. Voilà, donc il s'agit de la dernière vidéo consacrée à la signification d'Eris. Ceux qui veulent approfondir, évidemment, peuvent se tourner vers mon livre. Et je vous incite également et vous invite surtout à poursuivre l'aventure sur mon autre chaîne qui s'appelle aussi, ma seconde chaîne qui s'appelle Eris 2040, oui c'est ça, Eris 2049. Où vous tapez cours initiation astrologie, Jeanne Blanchard-Deloubert, et vous tombez donc sur ma deuxième chaîne où je donne les clés de l'astrologie conditionnaliste avec une explication sur la constitution des familles, comme je l'ai mis là, voilà, ces familles-là, hein, la famille grand R, grand E et grand T, donc la famille représentation avec ces planètes-là qui correspondent au principe de plaisir, hein, et au niveau des réalités affectives. Là, c'est le grand E, le niveau des réalités objectives, tangibles, hein, qui passent par le corps et nos 5 sens. Et puis là, on est sur le principe des réalités transcendantales avec l'idée des énergies imperceptibles qui sont dans l'infiniment petit, mais qui ont un impact extrêmement puissant. Donc j'expose ces 3 niveaux-là de réalité, après quoi je rentre dans la spécificité du fonctionnement de chaque personnage planétaire, parce que pour moi ce sont véritablement des personnages. Les signes pour moi correspondent au décor,
Et non, pas au décor, non, non, excusez-moi. Les signes correspondent aux costumes que portent les personnages planétaires et les maisons, elles, correspondent au décor. Voilà, si on veut essayer de se faire une image un petit peu. Et puis donc, c'est l'articulation et la combinaison de ces trois facteurs qui permet de se faire une idée du fonctionnement du thème de la personne. Alors, j'ai une capsule vidéo qui illustre, je dirais, la fonction martienne en lion à un faible niveau d'intégration dans sa caricature avec Trump. C'est très éclairant sur comment il fonctionne. Et puis ensuite, je prends le contre-pied en m'intéressant au thème d'Einstein, qui lui vit la fonction solaire qui est marquée par une Eris omniprésente, mais également qui intègre le niveau petit t, donc les familles de Mercure, Saturne et Pluton à un niveau d'excellence. Donc là, on est vraiment sur le symbole du chercheur. Donc ça, c'est une vidéo supplémentaire. Et puis, je fais également un focus sur cette chaîne-là d'initiation sur la logique des signes du zodiaque et je fais un focus en particulier sur les signes de milieu de saison qui sont des marqueurs que je retrouve dans les 4 génies créatifs avec la présence d'Eris. Et puis bon, il y aura évidemment bien d'autres présentations en fonction de l'actualité, de ce que ça m'inspire, mais aussi en fonction de mes centres d'intérêt et de mes recherches du moment. Voilà, je vous remercie et à très très bientôt. Au revoir.